Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech, ce numéro qui vous aide, cet espace qui vous aide, vous et moi, à décrypter les enjeux de l'actualité, les enjeux de développement et de souveraineté en Afrique et en République démocratique du Congo. Merci de me rejoindre pour ce 48e numéro. Je suis Dr JP Mouka et ceci est un nouveau numéro de Tournée africaine. Vous connaissez maintenant notre rendez-vous hebdomadaire où tous les samedis, en gros, nous parlons panafricaine. Nous faisons un petit tour d'Afrique où nous touchons une thématique comment dirais-je, qui est pertinente dans plusieurs pays africains, dans plusieurs de nos réalités en tant qu'Africains. Et les dimanches, en gros, on fait une plongée dans ce que j'appelle mon parti pris congolais qui décrypte certains enjeux particulièrement reliés à la République démocratique du Congo, mon pays, mais qui, comme j'ai l'habitude de le répéter, n'est pas exclusive à ceux qui sont congolais, tous ceux qui se sentent congolais, qu'ils le soient de nationalité ou juste de par intérêt professionnel, social, socio-économique, eh ben, ils ont leur place dans mon parti pris. Donc voilà, aujourd'hui, je vous rappelle, on est dans notre série. En fait, je l'ai pas conçu comme une série au départ, mais bon, j'ai commencé par un numéro la semaine passée qui finalement, j'ai vu que voilà, il y en avait quand même un peu trop et j'ai voulu me limiter, ne pas aller au-delà d'une heure. Donc aujourd'hui, on va juste faire ce que j'appelle suite et fin. Et je vous rappelle, on parlait de la petite entreprise et de ses défis. Je vous ai relaté un peu une expérience de mon parcours, d'une immersion que j'ai eu à faire récemment à travers un organisme, une entreprise basée au Canada qui s'appelle Startup Canada, où j'ai été sur un panel de juges et j'ai eu l'occasion d'adjudiquer et de juger quelques pitch d'entrepreneurs, pitch de petites entreprises naissantes avec des projets mais énormes, des projets incroyablement inspirants. Et je me suis dit, voilà, je ne vais pas cacher cet apprentissage, je vais venir le partager avec les miens, avec vous donc. Alors aujourd'hui, ce sera un complément et donc suite et fin, on va finir avec ça. Je vais juste vérifier, je regarde les commentaires, voir si vous êtes tous là. Faites-moi un petit commentaire. Désolé pour le grand retard, désolé John pour le grand retard. On a commencé très en retard. Écoute, on y arrive, on y arrive. Il y a juste des ajustements techniques de dernière minute qui sont voilà, à n'en pas finir. Donc, on y arrive. Désolé pour ceux qui étaient là, qui attendaient déjà. Salut, j'ai vu mes amis de Lusaka. Salut Yvonne, hello Mribwanj. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes là. Alors, Gilbert, est-ce que tu peux accéder maintenant? Gilbert, tu me dis qu'il n'y a pas moyen d'accéder. Moi, je vois que toutes les plateformes sont ouvertes. Dis-moi si tu peux accéder. Alors, merci à vous tous qui vous connectez. Merci à vous tous qui vous connectez. Dites-moi si le son déjà est bon. Alors, je regarde mes amis. Salut Joseph. Ouais, c'est bon. Joseph dit qu'il ne peut pas être là, mais il n'y a pas de souci, Joseph. Tu auras l'opportunité d'écouter le replay. Alors, comme vous le constatez, quand vous allez sur ma chaîne YouTube, je vous mets tous les replays en fait de tous les lives. Donc, vous avez le live, mais pour ceux qui n'auront pas eu le temps et l'opportunité de regarder le live, il y a le replay. Et ce que je fais, je vous aide à digérer le contenu en le découpant en quelques parties les plus saillantes, quelques chapitres les plus saillants. Partagez-les, écoutez-les. Et puis voilà, déconfinons les savoirs, déconfinons les expériences, déconfinons les connaissances dans ce sens-là. Voilà les amis, on va commencer. Je m'assure juste que tout le monde est là. Allez, dites-moi, ceux qui avaient des problèmes d'accès, est-ce que vous arrivez à accéder? Chez moi, tout va bien. Merci. Je vois, il y a d'autres commentaires qui arrivent. Alors, je vais juste regarder rapidement. Oui, Joseph, j'ai vu le commentaire. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste aller essayer de m'assurer d'avoir le... Voilà, je rafraîchis. J'espère déjà que vous avez passé une belle semaine, les amis. J'espère que vous avez plein d'expériences à partager avec moi aujourd'hui, non seulement dans ce live, mais au fil de la semaine, au fil de la journée.
déposez-moi vos commentaires. Merci à tous ceux qui ont commenté à notre live de la semaine passée. Nous avons fait notre tournée africaine et beaucoup d'entre vous ont commenté. Je vous en remercie, je vous en remercie. Je vais probablement lire quelques-uns des commentaires ici. On va juste essayer d'aller le plus rapidement possible. Ouais, je vois que YouTube est là. Merci à ceux qui m'envoient déjà des petits coucous sur YouTube. Merci, merci beaucoup. Voilà, donc je crois qu'on peut dire avec une certaine confiance que côté technique, il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas, si jamais vous en avez en cours de route, on pourra toujours en reparler et surtout résoudre les problèmes. Donc, les amis, j'étais en train de vous récapituler un peu cette expérience que j'ai eue avec les petites entreprises et les critères de sélection de meilleurs projets sur lesquels j'ai eu à travailler. Et pour rappel, le premier, vous en souvenez peut-être, et même si vous ne vous en souvenez pas, ça n'est pas grave. Le numéro se trouve, c'est le numéro 46 qui est que vous retrouvez sur toutes les plateformes et sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous en passant, abonnez-vous, faites-moi un petit like et ne partez pas, ne quittez pas ce contenu sans s'abonner. Aidez-moi à rendre cette chaîne plus visible et je vous en remercie d'avance. Donc, parmi les critères, il y avait votre marché cible. Le juge qui fait la sélection de votre pitch, qui fait la sélection de votre business plan, il a vraiment besoin de savoir est-ce que vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous avez une belle compréhension de votre marché cible. Ensuite, il y a les objectifs. C'est quoi les visées de votre solution? Quels sont les problèmes que votre solution est en train d'essayer de résoudre? On en a parlé en long et en large, il n'est pas question d'y revenir. Ensuite, il y a le leadership de votre entreprise et pour être plus précis, un accent est mis sur le parcours, l'expérience des dirigeants. Donc, et j'en ai profité pour vraiment vous exhorter à faire ressortir votre pédigré, y compris vos échecs. Et j'ai répété, y compris vos échecs, parce que très souvent, c'est peut-être culturel, c'est peut-être, voilà, il y a des influences qui nous poussent à croire que il faut cacher les échecs, il faut ne faire ressortir dans un CV, dans un parcours que ce qui a très bien marché. Non, il y a des choses qui n'ont pas bien marché, mais qui disent quelque chose de vous, de votre sens d'entreprise, de votre prise de risque, de votre courage, tout simplement, de votre intelligence. Et parfois, ce qui a échoué hier ne va pas échouer tous les jours parce que, entre-temps, les facteurs qui avaient concouru à cet échec ont peut-être changé. On parlait d'avant pandémie versus après pandémie. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut remettre dans la balance. On a parlé de la concurrence. Connaissez vos concurrents parce que trop souvent, petits entrepreneurs ou grands, on passe notre temps à passer des nuits blanches sur des concurrents qui n'en sont pas. Quelqu'un qui ne vend pas la même chose que toi, qui ne vend pas dans un même marché que toi, qui ne vend pas un produit de substitution à ta cible, ça n'est pas ton concurrent. Donc, si leur business t'intéresse, évidemment que tu peux garder un œil dessus, mais il faut savoir qui est ton concurrent. Et quand tu en parles devant, que ce soit des financiers, des bailleurs de fonds, des juges pour un accompagnement quelconque, quand tu n'as pas une description exacte de ta concurrence, eh ben, ça se voit, ça se sent et in fine, ça te coûte des points. Voilà. Donc voilà un peu ce sur quoi on a beaucoup parlé la semaine passée. Et par petite entreprise ici, et là on rentre dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais juste préciser que nous entendons par petite entreprise souvent une entreprise familiale. Parfois, c'est juste des amis, des proches, biologiquement, socialement ou intellectuellement. Ils se mettent, ils commencent un petit mouvement, un petit gig, comme vous voulez. Ils essayent de plus ou moins formaliser. Ça va de 1 à 10 employés, de 1 à 10 personnes qui travaillent dans l'entreprise. D'ailleurs, on parlera plus des nombres, mais souvent, le nombre d'employés est difficile à établir avec certitude. Tout simplement parce que la plupart des personnes impliquées ne le sont pas souvent à temps plein. C'est la famille, c'est les amis, c'est des gens qui donnent un coup de main par-ci par-là, c'est l'époux ou l'épouse, c'est le cousin, c'est les enfants, voilà. Parce que, et souvent, c'est des personnes qui viennent nous prêter main forte de manière bénévole, d'accord? Mais la plupart du temps, ils ont leurs autres activités ou elles ont leurs autres activités rémunératrices. Donc, ça dépend vraiment de quand les personnes ont le temps. Nous en connaissons tous beaucoup ces entreprises et beaucoup d'entre vous, entrepreneurs. Partagez-moi votre expérience, mais je sais, pour parler
tous les jours à des entrepreneurs et pour en être moi-même, que c'est le réel, le vécu de beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui donc, pour cette deuxième partie, je tenterai tout simplement de parcourir ce que j'ai appris personnellement des entrepreneurs dans un contexte purement canadien, j'avoue, et en même temps, soumettre ces réalités, vous demandez, vous, de les valider par rapport à votre vécu, votre expérience, vos connaissances, où que vous soyez. Beaucoup d'entre vous sont en Afrique, d'autres sont en Occident. Mais aidez-moi vraiment à valider ces expériences par rapport à la réalité de où vous vous trouvez et de comment ça se passe dans votre environnement. Alors, cette étude qui a été faite, qui a consulté, qui a sondé 365 entrepreneurs repartis à peu près partout, mais c'était surtout, comme vous pouvez probablement le voir là, 67% c'était déjà des entrepreneurs actifs. Donc, c'est une grande majorité. Ils ont déjà démarré. Vous avez 24% qui, eux, se définissent dans un rôle qui aide les entrepreneurs, qui soutiennent, qui supportent les entrepreneurs. Donc, eux-mêmes, ils sont peut-être partis d'une petite organisation ou d'une grande organisation, mais au quotidien, leur travail, c'est de travailler et d'aider les entrepreneurs, que ce soit dans le financement, dans le conseil, dans l'assistance technique. Il y en a 9% qui, eux, aspirent à devenir entrepreneurs dans un futur proche. Donc, la boîte n'est pas encore montée, peut-être la paperasse est encore en cours, mais au demeurant, là, aujourd'hui, ils ne sont pas encore entrepreneurs, mais ils y réfléchissent déjà. Ça nous démontre un peu le cheminement, le parcours. Vous ne devenez pas entrepreneur le jour où vous montez une boîte à 1 million de dollars. Le fait que vous commenciez déjà à réfléchir, déjà à mettre les batteries en marche, vous vous rendez compte qu'il y a tellement d'éléments du puzzle que vous devrez mettre ensemble pour faire cette image de l'entrepreneur. Ici, on a regardé juste, je survole les secteurs les plus représentés, quoique, et on peut voir que c'était un échantillon plutôt varié. 20% sont dans le commerce de détail ou le négoce, c'est-à-dire des gens qui vendent des choses en ligne ou en physique. 20% à peu près sont dans l'immobilier, c'est construction et location d'immeubles, immeubles à usage domestique, c'est-à-dire résidentiel ou alors industriel, c'est-à-dire pour des entreprises. Il y en a environ 11% qui, eux, étaient dans l'agriculture, donc la production de nourriture, mais on en a parlé dans un autre numéro. Agriculture ne nous ramène pas seulement à cultiver la terre. C'est toute la chaîne de valeur from farm to fork, comme on dit, de la ferme à la fourchette, avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire euh, la production de la nourriture, la commercialisation de la nourriture, l'entreposage de la nourriture, la réponse à des solutions plutôt concrètes et qui est très souvent relié aussi à l'industrie du bois, de la foresterie. Donc tout ça, ça rentre souvent dans un chapeau, dans une grande famille qu'on appelle l'agriculture. Il y en avait environ 10% qui, eux, étaient dans la tech et d'autres dans les services sociaux, etc. Donc vous voyez, c'est pour vous faire une palette assez, comment dirais-je, variée de qui sont ces entrepreneurs et j'imagine que vous vous retrouvez probablement dans une de ces cases, mais vous me direz, et évidemment que toutes ces cases, toutes ces rubriques n'ont pas exactement les mêmes problèmes tout le temps. Donc, environ 5% d'entre eux emploient déjà du monde, c'est-à-dire ils emploient jusqu'à 50 personnes, donc entre 10 et 50 personnes, qui honnêtement en Afrique constituent déjà une entreprise, en bonne et due forme, une moyenne entreprise, si pas une presque grande entreprise, parce que quand on connaît nos réalités africaines, employés, et quand je parle d'employés, je parle de occupés, mais aussi rémunérés des personnes qui sont productives. Quand vous en avez entre 10 et 50, ça n'est plus une toute petite entreprise. C'est une entreprise qui tient déjà sur ses deux jambes et, et voilà, c'est vrai que parfois dans l'Occident, quand vous avez moins de 50, parfois même moins de 100, vous êtes catégorisé dans certains secteurs comme une petite entreprise, mais quelle que soit la mesure, une entreprise qui emploie près de 50 personnes n'est plus une toute petite entreprise. Et là, j'aimerais juste ressortir le fait que quand on parle d'employés, c'est pas, c'est chez nous, en Afrique, dans beaucoup de vos pays, dites-moi d'ailleurs quelle est votre expérience. Souvent, on a juste regarde seulement dans la maison. Juste quand tu regardes la maison, le personnel domestique, parce que la main d'œuvre est souvent plutôt basse, le salaire et la main d'œuvre est plutôt bon marché. Donc vous vous retrouvez avec comme ça 5, 6, 7 employés de maison. Il y a un jardinier, il y a deux chauffeurs, il y a deux cuisiniers, il y a une nounou. C'est des emplois.
c'est des emplois, mais il faut encore maintenant arriver, et ça n'est pas dénigré. Les chauffeurs sont des employés. Même dans les grandes entreprises, on a besoin de chauffeurs. Mais là, nous parlons des personnes qui produisent pour l'entreprise. D'accord? C'est pas des mendiants qui sont assis et qui attendent l'aumône du patron et puis on dit non, ça c'est mes travailleurs. Non, on parle des gens qui produisent pour l'entreprise et qui sont rémunérés à leur juste valeur. Donc voilà, il y en a à peu près 40% qui emploient une à 10 personnes, donc au maximum 10 personnes, ce qui rentre très bien dans le cadre des petites entreprises, quelle que soit la mesure encore une fois. Mais assez frappant, c'est que la moitié de ces entrepreneurs qui ont répondu ont zéro employé. Ça, vous voyez tout en le gros morceau de notre camembert là en rouge, c'est ils ont zéro employé. Ils sont vraiment autour de zéro employé. C'est-à-dire qu'ils incarnent eux-mêmes l'entreprise, dans tous les sens du terme. Ils sont le CEO d'eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps ni les ressources pour, de temps en temps, lever le nez du guidon, voir où va l'entreprise. C'est eux, ils sont tout. Ils sont le CEO, ils sont le financier, ils sont l'administratif, ils sont la secrétaire, ils sont le vendeur, le marketeur. Donc, bref, l'entreprise, c'est eux. Alors, souvent, ils sont coincés dans cette case-là. Voyez-vous, ils sont coincés dans cette case parce qu'ils auraient aimé faire autre chose. Mais faute de ressources, on attend que madame se libère pour aider, on attend que monsieur se libère pour aider ou que l'enfant revienne de l'école. Et puis quand il revient de l'école, il a des devoirs ou il a autre chose à faire ou l'ami qui avait promis de passer qui n'est pas passé. Donc c'est à peu près comme ça que l'on se retrouve coincé. Et j'utilise ce mot à dessein. Ce n'est pas pour être réducteur, c'est tout simplement pour dire que ces entrepreneurs ont vocation à grandir. Ces entrepreneurs ont vocation à faire un certain cheminement, voyez-vous, à évoluer, à sortir de cette case, mais pour des multiples raisons, ils n'y arrivent tout simplement pas. Ce qui me mène à parler de ce cadran universellement reconnu dans le monde de l'entreprise et du management, le cash flow quadrant de Kiyosaki, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui décrit assez précisément la dynamique de l'entrepreneuriat, ce qui finalement relie quelques-unes des denrées les plus importantes dans le monde du travail, à savoir le temps, l'argent et le pouvoir. Et par pouvoir ici, c'est un terme large, je veux parler de l'autorité, de la responsabilité, le pouvoir d'influence, le pouvoir de décision. Donc, le temps, l'argent, le pouvoir. Quoi que l'on fasse, on est toujours en train d'essayer de trouver faire un exercice d'équilibriste entre ces trois variables ici. Et lorsque vous regardez ce cadran, évidemment, c'est un cadran qui décrit comment on génère du cash flow dans un business et combien de temps, quelle proportion de son temps on consacre à l'activité génératrice de revenus. Et ici, vous verrez que vous commencez souvent par l'employé, vous êtes dans la case E, l'employé, où donc tu travailles dans une entreprise dont tu n'es pas le patron. Tu as un boulot, tu as un job. Et puis, l'idée, donc beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits ou qui n'ont pas vocation à rester dans l'entreprise, on va dire dans le salariat, ils aspirent à aller dans la case S, à savoir devenir leur propre patron, self-employed. Et là, c'est vraiment les 50% dont nous parlons ici qui sont leurs propres patrons et qui n'arrivent pas à lever le nez du guidon. C'est la case la plus pénible pour tous les entrepreneurs, ils vous diront. Parce qu'un employé, il a encore en théorie la fameuse job security. D'accord? Il faut arriver au travail, il faut respecter un certain nombre de choses, il faut bref ne pas se faire virer et tu sais que le salaire, en principe, il va tomber. Je dis en principe parce que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas, mais quand tout se passe bien, le salaire, il doit tomber. Mais quand vous êtes dans la case S, quand vous êtes un self-employed et que vous tombez malade le matin et que vous n'avez pas d'autres collaborateurs, eh bien la boîte est malade. S'il fallait aller chercher un bon de commande, s'il était question d'aller livrer un produit ou un service pour se faire payer en retour et que vous êtes réveillé, vous n'avez pas pu le faire et qu'il n'y a pas eu quelqu'un d'autre de bonne foi pour vous rendre ce service-là, eh bien la boîte ce jour-là, elle a produit zéro. Et l'idée, c'est de passer de là vers la case B pour être finalement un business owner, c'est-à-dire chef d'entreprise où vous avez un système qui travaille pour vous, un système qui vous soutient. Vous faites le suivi, vous avez peut-être une tâche non négligeable
du travail, mais en gros, ça n'est pas vous qui devez tout faire. J'en profite pour regarder les commentaires, juste que je vois, apparemment j'ai quelques commentaires, je vais juste m'assurer de ne pas en manquer. D'accord, merci. OK, c'est des encouragements. Voilà, si vous avez un commentaire, écrivez. J'essaie de monitorer tout ça à la fois. Je vous ai expliqué déjà comment moi et les multiples écrans, on n'est pas toujours très, très copains. Merci à vous tous qui commentez. Merci pour les likes. Je vois il y a plusieurs likes, quelques cœurs, les pouces bleus. Merci beaucoup. Ça me donne le moral. Ça me permet de bien faire ce travail. C'est le meilleur encouragement, c'est la meilleure rémunération que vous pourrez me donner. Donc, je parlais de passer de la case S où vous êtes votre propre patron, votre propre patron entre guillemets, parce que vous êtes patron vraiment que de vous-même, et puis parfois vous êtes patron de rien parce que vous avez tellement le nez dans le guidon que vous n'arrivez pas à propulser votre entreprise. Mais il y a aussi, évidemment, la case, donc vous passez à la case B, où là, vous avez un système, vous avez un business, vous avez une entreprise avec plusieurs fonctions, une ou plusieurs fonctions qui soutiennent votre développement, qui soutiennent votre revenu. Ensuite, et ça, c'est l'idée, c'est voilà, une fois que vous êtes un business owner ou que vous soyez dans une des 3 premières cases, beaucoup d'entre nous aspirent à devenir des investisseurs ou pour parler, vulgairement, ton fric bosse pour toi. Ton fric, il se multiplie pendant que tu dors. Alors, l'idée ici, ça n'est pas de vous inciter, ça n'est pas de culpabiliser. L'idée ici, c'est de vous inciter à être conscient de l'étape à laquelle vous êtes. Ce n'est pas de dire que vous êtes nul parce que à 30 ou 40 ans, vous n'êtes pas encore millionnaire, vous n'êtes pas encore dans la case I, investisseur avec beaucoup d'argent en banque. Écoutez, ces idioties-là, vous ne les entendrez pas ici. Je sais ce que c'est que monter un business, je sais ce que c'est que gagner de l'argent. C'est bien d'avoir des formules, c'est bien d'avoir des slogans, peut-être pour motiver des gens, on veut tous devenir millionnaires, mais encore faudrait-il comprendre ce qu'on essaye de faire et comprendre ce qu'il faut faire pour y arriver. Et puis, n'oubliez pas, la fameuse étiquette de millionnaire, ça n'est pas tout le monde qui est euh, motivé, qui est drivé par uniquement faire beaucoup d'argent. Beaucoup de gens que je connais, beaucoup de gens n'ont tout simplement pas le tempérament pour la pression qu'il faut endurer pour être entrepreneur, pour passer de la case S à la case B. Ça n'est pas la motivation de beaucoup d'entre nous. Et il faut comprendre que c'est OK. Soyez juste conscient que, voilà, vous aspirez à suivre cette flèche-là que vous voyez, mais c'est peut-être vous, votre vocation de rester dans la case E, encore que dans la case E, vous avez plusieurs nuances de E si vous voulez. Il y a des personnes qui sont employées dans une entreprise. Rappelez-vous, les facteurs que nous essayons de jongler ici, c'est le temps, l'argent, le pouvoir. Il y a des gens qui sont employés de l'entreprise, c'est-à-dire sur papier, l'entreprise ne t'appartient pas, mais quand tu vois le ratio du temps que tu y mets versus l'argent que tu en gagnes, c'est-à-dire le salaire, versus le pouvoir que tu as à faire ce travail-là, c'est-à-dire l'influence, tu as l'écoute des décideurs, tu arrives à faire bouger les lignes sur ton industrie, eh bien, il y a des gens qui sont très bien dans la case E et ils n'aspirent pas à passer dans la case B et c'est OK. On ne va pas tous finir investisseurs. Si beaucoup de gens qui veulent l'être veulent devenir investisseurs, eh ben, pourquoi pas? Le tout, c'est de commencer à s'armer dès aujourd'hui, se rendre compte de ce qui vous manque pour arriver à la case où vous allez. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment ça que je voulais à ça que je voulais vous conscientiser. Soyez conscient de l'étape du voyage à laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes en emploi formel? Est-ce que vous êtes content d'y être? Est-ce que vous gagnez bien votre vie? La partie argent. Est-ce que vous travaillez trop? La partie temps. Et si vous travaillez trop, est-ce que vous êtes rémunéré pour vos efforts? Donc, c'est l'équilibre temps-argent. Et ensuite, la partie influence. Est-ce que vous avez de l'influence? Est-ce que ce que vous faites fait bouger des lignes? Parce qu'il y a des gens qui trouvent de la satisfaction à ça. Et c'est même très exaltant de savoir que ton travail fait bouger des lignes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais ouvert la moindre entreprise, mais chaque jour, leur travail crée de la différence. Chaque jour, leur travail fait bouger des lignes. Et ça n'est
pas moindre. Vous n'avez peut-être pas investi, vous n'avez peut-être pas des lingots d'or, ni des milliers et des milliers de dollars en bitcoins quelque part en train de se multiplier pour vous, mais peut-être que ça n'est pas votre truc. Donc l'idée, j'espère que vous la saisissez les amis, c'est de regarder le parcours et de savoir où suis-je, où devrais-je aller et si je suis content dans la case où je suis, qu'est-ce que je peux faire pour maximiser la dynamique temps, travail, enfin temps, argent et influence ou pouvoir si vous voulez. Alors, donc du coup, pour nos amis entrepreneurs, dont la plupart sont coincés dans la case S que je venais de décrire, ils nous décrivent leurs soucis, leurs grosses difficultés. Vous pouvez le voir ici, 84% du temps, c'est pour rechercher les différents. Ils passent leur temps à rechercher des différentes ressources dont leur business a besoin. Parce que oui, un business, c'est bien. Vous êtes là, vous avez un nom, vous avez de la paperasse, mais il faut chercher des clients, il faut chercher des employés, il faut comprendre votre industrie, il y a tellement de choses à faire dans un business. Il faut gérer du personnel, il faut rémunérer le personnel, il faut recruter les meilleurs. Du coup, ça fait que, bon, voilà, il, y a, il faut du temps à tout ça. Et il y en a qui n'ont pas assez de temps ou qui n'ont tout simplement pas les compétences requises pour être partout à la fois. Et ça n'est pas une faiblesse, c'est tout simplement le reconnaître. 62%, ils se plaignent de l'absence d'opportunités concrètes de financement. Et là, on y vient, le nerf de la guerre. Je rappelle que nous parlons ici d'une réalité purement canadienne. Ce n'est pas un pays obscur, un pays sous-développé, qui n'a jamais entendu parler de développement. Il faut comprendre que même dans les pays dits développés, les entrepreneurs galèrent pour obtenir du financement. Et dû à plusieurs raisons. Parce que la plupart de ces mécanismes de financement, regardez dans vos banques, regardez les banques autour de vous, regardez les organes de financement autour de vous. La plupart qui essaient aujourd'hui de s'adapter au temps moderne étaient conçus à une époque où très peu de gens osaient entreprendre. La logique, c'était on étudiait, on trouvait un boulot, on était artisan, on était, comment dirais-je, ouvrier, et puis on gravissait les échelons, on visait le boss de le job de son manager, et puis on attendait qu'il meure, et puis voilà, si une position s'ouvre, on la prenait, et ainsi de suite. Aujourd'hui, plus que jamais, tout le monde essaie d'entreprendre avec deux bouts de ficelle. Il y a de quoi. Parce que le monde est plus connecté que jamais, le monde est plus interactif que jamais. Vous pouvez parler à des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Avant, ça vous aurait pris un billet d'avion et 3 jours de voyage, si pas plus. Mais aujourd'hui, ben, vous pouvez en un clic, en un petit chat, atteindre une cible qui est très éloignée de votre emplacement physique. Et c'est comme ça. Donc, la plupart des bailleurs de fonds et tous ceux qui financent finalement l'entrepreneuriat partent des gabarits, partent de grilles de lecture totalement surannées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils regardaient, c'est pas ce qui se fait aujourd'hui dans l'entreprise. On va vous demander très peu de gens aujourd'hui encore, même dans les pays développés, très peu de financiers peuvent vous prêter si vous n'avez pas 1 ou 2 ans d'état financier. C'est-à-dire si vous n'êtes pas déjà bancable à leurs yeux. Alors, si vous venez de commencer, et que vous passez les 2 premières années de votre vie financière plus ou moins dans l'informel. Où est-ce que vous trouvez les états financiers? Ce qui me permet ici de dire aussi, la partie informelle, là, il faut la minimiser, mais alors au maximum. C'est vrai, dans certains de nos pays, hem, la fiscalité est beaucoup trop pesante. Mais il faut savoir que chaque jour que votre business demeure dans l'informel est une journée que vous avez perdue. Que vous avez perdue par rapport à ce que les banquiers pourraient vous demander, par rapport à ceux qui sont équipés pour vous accompagner pourraient vous demander. Enregistrez votre business, même s'il est très peu actif, à la fin de l'année, faites votre exercice de fiscalité, déclarez ce que vous avez gagné, y compris si vous n'avez rien gagné. Beaucoup de pays sont équipés par des législations qui vous permettent de dire cette année, nous n'avons rien fait. Voilà, c'est comme ça. Mais au moins, vous avez une preuve de l'autorité fiscale que voilà, vous avez gagné zéro ou vous avez été à perte à cause de la pandémie, parce que pour une variété de raisons. Mais ne passez pas des années et des années à ne rien faire parce que, soi-disant, vous fouillez le fisc, soi-disant, si on vous identifie, on va vous taxer à mort. Parce qu'une fois que vous avez le pied dans l'entrepreneuriat, ben, l'idée, c'est quoi? C'est de
c'est c'est de créer de la valeur que vous allez monnayer, voyez-vous? Et donc, la valeur que vous devrez aussi déclarer. Parce que l'État doit avoir sa part, mais nous connaissons, que nous savons tous, c'est un secret de Polichinelle, que des fois nos États sont beaucoup trop gourmands, avec très peu de facilité pour les jeunes pousses, avec pas du tout de break, de vacances, d'exonération, où on vous dit pour les X premières années. Mais même ça, moi je ne prétends pas maîtriser toutes les législations de beaucoup de pays africains. Je suis de près ce qui se passe chez moi en RDC et je suis de près ce qui se passe chez moi en Afrique du Sud et dans quelques autres pays où j'ai vraiment un pied à terre. Mais sinon, pour le reste, ben, je découvre comme vous. Je lis, je m'informe au détour d'une expérience. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs, ils galèrent plus par manque d'informations que autre chose. Ils ne savent pas même dans les pays développés, des entrepreneurs qui ne connaissent pas les produits, les services, les facilités que leur gouvernement, que des ONG mettent en place pour soutenir les jeunes pousses comme eux. Donc voilà, il faut ouvrir les yeux à identifier les mécanismes qui peuvent vous assister, mais chaque jour que vous passez dans l'informel est du temps que vous perdez. Parce que quand vous allez finalement décider de formaliser votre entreprise, on vous demandera tel papier et on vous demandera tel papier et vous direz non, 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 vous pouvez demander à ma femme, mon entreprise existait déjà en ce temps-là. Mais non, prouvez-nous l'existence de l'entreprise. Est-ce que vous aviez un seul client? Qu'est-ce que vous vendiez même? Donc, la démarche de formalisation, non seulement elle vous amène à réfléchir, à vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est viable? Mais aussi, elle vous amène à garder de l'historique pour que quand vous serez enfin rentable, viable, quand on vous regardera enfin, on puisse voir, ah non, non, c'est vrai, il y a des traces. Depuis 3 ans, ils sont là. Depuis 2 ans, ils sont là. Depuis 12 mois, ils sont là. Plutôt que le jour où votre banquier vous appelle pour essayer de voir votre entreprise, c'est là que vous commencez à vite vous arracher les cheveux pour trouver un notaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me certifier que son entreprise existe? Et je ne parle même pas d'entreprises qui, dans beaucoup de nos pays africains, ne sont nées que pour gagner de gros contrats. Une entreprise qui gagne un contrat étatique de millions de dollars, mais qui, vous regardez, elle a été créée au registre de commerce il y a 3 mois. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont monté cette entreprise tout simplement parce qu'ils étaient bien connectés pour gagner ce marché-là. Nous parlons ici d'entreprises, même qui emploient une seule personne, ou deux, ou trois, mais qui ont un pédigré. Essayons de bâtir une Afrique plutôt durable. Les one-shot là, coups de baguette magique là, ça peut aider une personne pendant un certain temps, mais ça ne peut pas fondamentalement aider à faire avancer notre continent. Donc voilà, et là on regarde ici, je regarde par exemple je suis toujours dans ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont le plus besoin, ces entrepreneurs qui se sont exprimés, qui ont parlé à travers l'exercice que je vous relate. Vous pouvez voir là qu'il y a par exemple la partie financement, évidemment, j'en parlais, le nerf de la guerre. 70%, ils ont dit que eux, leur besoin le plus urgent, c'est le financement. L'argent, le nerf de la guerre. Mais attention, j'aimerais juste dire ceci. Je ne vais pas ici passer beaucoup de temps à répéter pourquoi l'argent est important dans le business. Je pense que si vous m'écoutez, c'est probablement que vous le savez déjà mieux que moi. Seulement, attention à ne pas être tellement obsédé par le besoin d'argent au point d'en oublier les autres besoins qui, souvent lorsqu'ils sont pourvus, eux, peuvent vous équiper à mieux trouver de l'argent dont vous avez besoin. Je m'explique. Trop souvent, on est là, entrepreneur, on tend la main, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Évidemment que c'est mieux quand quelqu'un te fait un chèque, quand quelqu'un te fait un virement, parce qu'à la fin, on cherche de l'argent. C'est pour ça que dans beaucoup de nos langages plutôt familiers, on dit je cherche. Mais qu'en est-il du mentorat? Regardez la place du mentorat sur le graphique que vous avez devant vous. Le mentorat, 50%. Ils disent, voilà, nous, notre besoin, au-delà de tout, c'est le mentorat. D'accord? Apprenons à valoriser le mentorat. C'est quoi le mentorat? C'est un accompagnement. Il y en a toujours qui le font mieux que vous dans l'industrie où vous êtes, dans le secteur où vous êtes. Il y en a toujours peut-être qui ne sont pas plus brillants que vous, mais qui ont commencé plus tôt que vous. Ils ont déjà 2, 3, 5 ans de terrain. Ils se sont cassés les dents. Donc aujourd'hui, vous êtes aux prises avec des réalités que eux ont connues déjà.
Ils vont vous éviter plusieurs arnaques auprès des douanes, auprès des impôts, auprès de ceci. Ils ont fait l'exercice déjà 2, 3 fois. D'accord? Il faut briser ces limites, souvent culturelles, mais tout à fait, heu heu, voilà, ces limites qui nous retiennent, ces limites qui nous empêchent lorsqu'on doit aller demander un conseil. Il faut valoriser le conseil. Une fois que tu te rends compte que c'est important de savoir, le conseil, c'est quoi? C'est quelqu'un qui partage son expérience. Maintenant, il y a des conseils payants, il y a des conseils qui sont plus ou moins gratuits, mais le mentorat, c'est ça. C'est un cheminement. Ce n'est pas un one-off, c'est pas un one-shot. Il faut sortir de cette culture où on a tellement le secret. Le secret de mon entreprise se trouve dans ma petite mallette. Personne ne sait ce que cette entreprise fait. Je circule, je passe, je monte, je descends, je me fais écraser par un camion, c'est fini. Personne ne sait quelle était la vision. Personne. Non. Ouvrez-vous. Oui, il y a des business où vous ne pouvez pas tout. D'ailleurs, souvent, dans le business, la retenue, c'est très encouragé parce que les concurrents sont à l'écoute, parce que, voilà, il y a des choses qui ne se disent pas. Tu ne vas pas être là à attendre un très gros contrat et puis tu passes ton temps à l'afficher sur les réseaux sociaux. Non, mais pour autant, il y a absolument nécessité de s'ouvrir, d'avoir ne fût-ce qu'un ou deux coachs, une ou deux personnes expérimentées qui vous accompagnent à diverses étapes de la croissance de votre entreprise. Elles peuvent être dans une industrie tout à fait différente, mais au moins elles peuvent vous partager. Ah, tu es maintenant à la première déclaration d'impôt de ton entreprise. Voilà comment on fait. Au-delà de tout ce qui est écrit sur le site web de la DGI, de la Direction générale des impôts, je te dis, tu vas perdre trop de temps si tu commences par telle case parce que moi, ça fait 3 ans de suite que je le fais. La réalité, elle est comme ci et comme ça. Voilà comment les gens s'entraident, voilà comment on évolue, plutôt que de dire, ah, c'est mon business, ah, je l'ai sous le coude, personne ne doit savoir ce que je fais. Voyez-vous? Il y a aussi le besoin de visibilité grâce aux outils digitaux. Aujourd'hui, le numérique, il devient invasif. Le numérique, ou plutôt la transformation numérique, telle que je la prêche ici, telle que je l'exprime ici, elle devrait venir nous aider à nous rendre plus visibles. Elle devrait être fondatrice dans la création de nos entreprises. Nous devons, au moment où nous créons nos entreprises, laisser une place pour le numérique. Pas à la fin, un à côté, un afterthought, quand tout sera fait. Comme je le disais, si vous avez suivi mon parti pris congolais du dimanche passé, que je vous recommande d'ailleurs, c'était le numéro 47, où je disais, voilà, on a tous l'habitude de voir, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a même des programmes étatiques parfois qui commencent, et c'est vers la fin quand on en est à tout finir, les budgets sont déjà épuisés et puis on va chercher des petits du quartier, dit petit, vous êtes des informaticiens, est-ce que vous pouvez pas nous développer un petit site web? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit réseau là parce que on a besoin de connecter 2 ou 3 ordinateurs sur internet? Ça n'est pas ça la transformation numérique. Nous devons commencer à la base de nos entreprises avec une pensée pour le numérique. Comment on va être plus visible face au numérique? Comment on va trouver plus de clients face au numérique? Comment on va mieux communiquer notre message grâce au numérique? Comment on va être plus performant grâce au numérique? Quand vous intégrez cette pensée-là dans la conception, dans l'architecture primaire de votre business, vous trouverez que, voilà, investir dans l'informatique, par exemple, ça n'est pas vu comme un coût. Parce que très souvent, vous et moi qui sommes ceux d'entre vous qui êtes dans l'informatique, une des grosses frustrations, quand vous parlez à des décideurs souvent informatiques et on vous dit, oh là, l'informatique, là, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. Oh, les serveurs, ça coûte trop cher. Oh, non, ça va, on va voir après. Quand vous parlez du cloud, on ne connaît pas. Ouais, mais attends, on va voler nos données. Et la personne qui te dit, il fait tout son business des, euh, avec des communications qui reposent sur Gmail. Comme si Gmail était épargné par son oncle chez lui à la maison. Tu connais Gmail, c'est qui? Tu sais où sont les serveurs de Google qui épargnent tes données? Donc, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir au monde, les amis. Il faut s'ouvrir au monde. J'en ai parlé dans d'autres numéros, j'y reviendrai dans des prochains numéros, mais besoin de visibilité, qui n'exclut pas un besoin de sécurité, évidemment. Adoption du digital à chaque pas de la croissance de votre entreprise et non pas juste un à côté, un nice to have. Quand on aura tout, peut-être qu'on va mettre un peu saupoudré du digital. Je le disais, je l'ai dit et je le répéterai, jamais
assez. Donc, je connais par exemple moi aussi beaucoup de gens qui ont des problèmes de pitching. Vous pouvez le voir, ça n'est pas le plus important, mais quand vous regardez le petit graphique, c'est en haut, environ, enfin, tout au fond, là, au fond, environ 20%, ils ont dit, eux, leur sérieux problème, c'est le pitching. Moi, le pitching, c'est-à-dire savoir présenter son projet, présenter son entreprise. Alors, moi, j'ai été assez impressionné par ça, déjà par l'humilité d'un chef d'entreprise à, à dire qu'un de mes gros problèmes, c'est de savoir vendre ma valeur ajoutée. Parce que perso, je connais beaucoup d'ingénieurs, je connais beaucoup d'intellectuels dans d'autres disciplines, très brillants, mais qui sont comme génétiquement incapables de vendre une bouteille d'eau à un mec assoiffé en plein désert, les amis. Qui sont nuls en vente. Les ventes, ça s'apprend. Savoir faire ressortir la valeur ajoutée d'un produit, ça s'apprend. Il y a des gens, leur fort, c'est des ingénieurs. Ils savent concevoir des choses. Ils savent construire des choses qui techniquement marchent. C'est OK. Vous pouvez chaque jour apprendre développer vos compétences en vente, mais surtout, tu dois t'entourer. Entoure-toi des gens qui peuvent mieux faire ressortir ta valeur ajoutée, la valeur ajoutée de ton entreprise que toi. Si tu peux l'apprendre tout seul, tant mieux. Mais si tu ne peux pas l'apprendre tout seul, entoure-toi des gens à temps plein, à temps partiel, qui peuvent regarder ton entreprise et faire ressortir sa valeur ajoutée, qui peuvent mieux parler de ton entreprise. Ça ne te dévalorise en rien. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de diminué. Parce que trop souvent, on a, surtout dans une conception africaine, on veut être le patron, on veut être le boss. Moi, je suis passé par des petites entreprises. Je me souviens, j'ai travaillé pour une petite entreprise où le patron, c'était moi le commercial, et le patron n'était pas un vendeur particulièrement doué, mais c'était un génie technique. C'est quelqu'un qui vous sortait des trucs, que, qui vous concevait des choses qui marchaient. Et moi, à l'époque, j'étais très jeune, mais il m'a pris par la main, il m'a dit, écoute, vous pouvez voir, chaque fois qu'il doit parler devant un parterre de clients, c'est pas qu'il tremble, il n'est pas à l'aise, il n'est pas dans son élément. Lui, son élément, c'est derrière un clavier, derrière un écran, à inventer des choses. Vous avez peut-être des jeunes qui travaillent pour vous, qui travaillent avec vous, qui sont vos collaborateurs. Et vous sentez que le jeune, il est à l'aise. Il peut parler à 10, 20, 50, 100 personnes sans avoir la frousse. Eh bien, appelez-le, invitez-le à grandir. Donnez-lui les outils qu'il faut pour grandir et avoir la confiance qu'il faut pour aller vendre votre entreprise. Ne vous dites pas, ouais, quand il va tout maîtriser et puis il va partir et puis il ira vendre chez le concurrent. Eh bien, à force de vouloir tout garder, eh bien, vous mourrez avec vos idées. Si c'est ça la vision de votre entreprise, ben, qui suis-je pour vous juger? Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Vous avez vu. Et d'ailleurs, le rapport entier, je vous l'ai mis en commentaire. Il est très instructif, les amis. J'en reparlerai de temps en temps parce que j'y ai tiré vraiment beaucoup de leçons, mais surtout l'idée. Ça, c'est un teaser. L'idée ici, c'était de vous faire ressortir certaines réalités et de me rapprocher de vous pour comprendre les vôtres. Quels sont les vôtres chez vous, en RDC, au Sénégal, en Zambie, où vous me suivez? J'ai des gens qui me regardent de la Zambie, que je resalue, Yvonne, Moulibouanj. euh, en Afrique du Sud. Il y a des réalités comme ça qui changent, qui ne sont pas tout à fait universelles. Et je l'avais dit en disclaimer dès que j'ai commencé ce numéro la semaine passée, ça n'est pas pour dire que les réalités que je vous expose sont universelles. Je vous ai sorti une fenêtre, un angle de vue. Vous en avez d'autres. L'idée, c'est d'échanger. Partage ton expérience. Quelqu'un en sera gagnant. Quelqu'un en sortira édifié. Quelqu'un va apprendre quelque chose. Donc voilà, on n'a pas pu parler de tout, mais je vous renvoie au rapport. Mais il y a aussi, par exemple, une partie du rapport qui parle des entrepreneurs sociaux. Alors ça, c'est un terme que vous avez peut-être beaucoup entendu venir. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent dans l'humanitaire, dans des organisations à but non lucratif. Eh bien, c'est des entrepreneurs dans la mesure où ils entreprennent, ils identifient des besoins, ils s'organisent pour aller répondre à ces besoins-là. Parfois, il n'y a pas le revenu comme dans une entreprise commerciale en bout de ligne, mais c'est ni plus ni moins des entrepreneurs. Souvent, évidemment, le plus dur là-bas, c'est de trouver des financements parce que un entrepreneur dans le commercial, s'il n'a pas le financement, il peut juste aller vendre plus et à plus de monde
éventuellement, il arrivera à un équilibre qui soit gagnant pour son entreprise. Mais quand vous êtes dans l'humanitaire, quand vous êtes dans le social, quand vous impactez plutôt des gens, des vies de manière peu visible, ben, là, le problème, c'est trouver des gens qui vont vous financer vos déplacements, financer vos conférences, financer vos campagnes, etc. Et je vous ai mis cette image parce que moi, ça m'a parlé en me disant, beaucoup d'entre vous veulent devenir des entrepreneurs sociaux, mais ils n'ont pas identifié très bien, ils n'ont pas pu caser leur expertise dans un domaine où ils peuvent agir concrètement. Eh bien, référez-vous par exemple aux ODD, aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, qui sont un bon indicateur, qui vous disent à peu près dans quelle rubrique se trouvent tels problèmes sociaux. Et la plupart des problèmes sociaux dans nos pays se retrouvent dans une ou plusieurs de ces rubriques, que ce soit la réduction de la pauvreté, que ce soit l'éducation, que ce soit la réduction des inégalités ou encore le développement durable ou la vie marine et aquatique, où que vous alliez, il y a quand même une rubrique qui le représente d'une manière ou d'une autre. Rapprochez-vous des organismes de développement qui sont autour de vous, quelles sont les conditions de financement, quelles sont les conditions d'adhésion et comment au-delà d'aller faire la manche, au-delà d'être là à attendre le monde, comment leur réseau, leurs ressources peuvent vous aider à passer le cap que vous essayez de passer. Voilà, les entrepreneurs sociaux, ce n'était pas le sujet du jour, mais c'est tout un sujet. D'ailleurs, si vous êtes là et vous y connaissez beaucoup en entrepreneuriat social, parce que je vois beaucoup même dans les posts, dans les titres des gens, social entrepreneur, entrepreneur social, dites-nous de quoi il s'agit. C'est quoi la différence entre un entrepreneur social et un entrepreneur allez, commercial, à la recherche du profit. J'allais presque dire asocial, mais ça n'est pas le cas, évidemment. Donc voilà, vous y connaissez certainement, certains d'entre vous. Partagez-moi votre expérience, j'aimerais vous entendre là-dessus. Donc en conclusion, les amis, tous les entrepreneurs, c'est souvent des petits entrepreneurs, font face aux mêmes difficultés partout au monde. Ça, c'est mon sentiment, c'est mon avis. Je l'ai vu quand je vois ce qui se passe ici, dans l'étude, dans le projet auquel j'ai participé au Canada, quand je vois les problématiques qui sont soulevées et je les transpose sur les réalités africaines que je connais très bien et que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, je me dis finalement, on est tous dans un même bateau. Donc, tous les entrepreneurs, alors, à travers le monde, ils font face aux mêmes difficultés, la concurrence, les défis organisationnels, ça, comment établir un marché, comment payer, rémunérer ses salariés et autres contributeurs dans son entreprise. Toute la différence néanmoins, que ce soit dans les régions ou dans les pays, elle réside dans ceux qui arrivent à bien accompagner. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent moins bien, c'est les États, les pays où il y a plus de structures qui accompagnent les petits entrepreneurs, qui accompagnent, qui aident à créer un vrai tissu entrepreneurial. Voyez-vous, c'est dans ce sens, par exemple, que moi, je plaide pour un indicateur dont j'entends très peu parler sur le continent africain, qui est le taux de survie des entreprises. Parce que, figurez-vous, très souvent, dans chacun de nos pays, il y a un guichet unique de création des entreprises. Ben, c'est un bon début. C'est un bon début, surtout si, comme moi, vous savez qu'il n'y a pas encore longtemps dans certains pays en Afrique, les amis, il te fallait 72 jours. Il te fallait 60 jours, 40 jours. Il te fallait un minimum ouvrable. C'est-à-dire, tu passes de 2 à 6 mois pour créer une entreprise. Aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, tu as un guichet unique. Au bout de 3 jours, au bout de 2 jours, au bout d'une semaine, une entreprise est créée. Parfois, c'est gratuit. Parfois, c'est même, parfois c'est gratuit, mais parfois, ça ne coûte pas du tout grand-chose. C'est un avancement à saluer. C'est une avancée, mais alors à acclamer des deux mains. Seulement, un indicateur que j'aimerais voir beaucoup plus plébiscité et beaucoup plus suivi, c'est le taux de survie des entreprises. Oui, le guichet unique a créé 10 000 entreprises l'année passée, 15 000 l'année d'avant, 5 000 l'année d'avant. Aujourd'hui, en 2022, combien des 5 000 qui avaient été créés en 2018 existent encore? Et combien des 10 000 qui avaient été créés en 2019 existent encore? Et combien des 7 000 qui avaient été créés? Ça, ce serait un bon tracking pour essayer de voir. Mais oui, créer les entreprises, c'est comme quand on engendre des enfants et qu'on n'a pas de quoi les nourrir. C'est bien
La fertilité des femmes, c'est bien, mais à un moment, il faudrait qu'on se penche sur la mortalité infantile. Ça sert à quoi de créer de faire des bébés qui meurent tous avant d'atteindre 2 mois? Ça vous sert à quoi, vous, en tant que parent, de faire des bébés qui meurent tous avant d'atteindre 5 ans? Ça sert à quoi? Donc, parfois, quand on n'y fait pas attention, euh, mettre l'accent sur la création de l'entreprise sans mettre assez d'efforts sur les conditions qui concourent à la prospérité des entreprises, c'est même contre-productif. Parce que tout ce que ça fait, c'est que ça vend du rêve. Ça crée des aigris. Ça crée des personnes qui avaient un petit rien, peut-être dans l'emploi formel, dans l'emploi salarié, et qui ont cru le temps de quelques jours, quelques semaines, quelques mois en leur rêve. Ils ont tout laissé tomber. Peut-être n'ont-ils pas été sages. Peut-être auraient-ils y allé de manière graduée et graduelle. Mais qu'à cela ne tienne, ils l'ont fait. Et au bout de 2 ans, ils sont KO. Ils sont KO pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a été mis en place pour les accompagner. Et il n'y a rien qui a été mis en place pour leur rendre conscient des ressources qui existent pour potentiellement les accompagner. Tel que ce que je suis en train de vous dire ici, le mentorat, les finances, revenez dans tout ce que je viens de partager avec vous. Donc voilà, ça c'était vraiment un appel à nos États, à nos responsables, à nous tous qui avons une parcelle d'autorité ou d'influence, à essayer de voir au-delà de la création d'entreprises vers la survie de ces petites entreprises pour qu'à la fin, on puisse parler évidemment de tous ces critères: financement, coaching ou mentorat, encadrement pratique, comment trouver des clients, comment trouver des débouchés, comment recruter les meilleures personnes sur le marché, etc. etc. Donc voilà les amis, euh, ce que moi j'avais à partager avec vous dans ce numéro en 2 étapes. La discussion commence, la discussion continue. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi à quel niveau vous en êtes dans la création de votre petite entreprise, si vous avez réussi, échoué, quels étaient certains de ces facteurs qui y ont contribué le plus. Et ne me dites pas juste l'argent. Oui, mais essayez de me motiver ça. L'argent, dans quel sens? Êtes-vous sûr que si vous aviez reçu les 30 000 dollars que vous demandiez à X ou à Y, êtes-vous sûr que derrière, il y avait un planning, derrière, il y avait des débouchés, derrière, il y avait une réflexion, une architecture business pour les fructifier? Peut-être que c'était un mal pour un bien pour vous. Parce que devoir de l'argent et ne pas savoir rembourser, les amis, c'est pire qu'être au chômage, hein. Parce que quand tu es au chômage, ben, tu te dois à toi-même et peut-être à ta petite famille, ou voilà, tu dois chercher de quoi mettre sous la dent. Mais quand en plus tu dois de l'argent que tu avais emprunté et que tu as bousillé dans des bureaux, dans tous ces trucs flashy, et puis au bout de 2 ans, tu ne sais plus rembourser, là, c'est encore pire qu'être au chômage. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez-moi vos expériences, partagez-moi vos challenges et quelles sont les options dans votre pays, dans votre industrie, dans votre business. Voilà. Je vous attends, les amis. J'attends vos commentaires. Merci beaucoup à quelques personnes qui ont beaucoup échangé avec moi, qui ont échangé une certaine mesure avec moi sur le sujet. Merci, Papy. J'ai apprécié ton commentaire sur LinkedIn. J'ai discuté et j'ai fait un post où je commentais en disant que chaque jour dans la vie d'un entrepreneur est l'équivalent d'un MBA. Chaque jour dans la vie d'un entrepreneur est l'équivalent d'un MBA parce que vous y apprenez des trucs qu'on ne vous a pas appris à l'école de commerce. Parce que souvent dans les bouquins, on part de la compréhension que tout est plus ou moins en place, tous les éléments du puzzle sont là, on va essayer de voir comment les gérer. Mais dans la vie d'un petit entrepreneur, regardez nos 50% qui sont à zéro employé. Il est l'entrepreneur, bloqué dans la case self-employed, dans la case ton propre patron, mais qui n'est plus employé, mais qui n'est pas encore un business owner, un chef d'entreprise. Il est coincé là-dedans. Demandez-lui comment gérer les ressources humaines. Il te dit, mais de quoi tu parles? Ressources humaines, c'est moi. Comment motiver le personnel? Le personnel, c'est moi. Voyez-vous? Donc, voilà. Partageons ça et Papy, merci beaucoup de m'avoir partagé ta perspective et pour tes encouragements aussi. Merci à Joseph qui m'a aussi écrit. Je n'aurai pas le temps de lire certains commentaires. Je pense qu'il va falloir qu'on conclue faute de temps. Merci à Sam Google, j'apprécie tes commentaires et bon courage à toi. C'est ce que je peux dire. Bon courage à toi. Tu es dans une industrie assez compliquée, mais ça va aller. Ça va aller. Donc voilà, faites-moi part de vos perspectives, les amis.
J'attends vos commentaires, j'attends vos perspectives différentes. Essayons de déconfiner la connaissance dans ce sens. Essayons de déconfiner le savoir, de partager nos expériences et ensemble, essayons, les amis, un temps soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Moi, c'est Dr. JP Mouka, je vous dis à samedi prochain pour une autre tournée africaine. Venez nombreux de tous les pays africains où vous êtes, de tous mes amis partout en Afrique subsaharienne, surtout où vous êtes. Je vous attendrai. Et dimanche, n'oubliez pas, midi, Montréal, 17h Kinshasa, 18h Johannesburg. Nous avons notre parti pris congolais. Je vous y attends. D'ici là, prenez soin de vous et de vôtres. Chap chap.